Quand on voit au jour le jour les atrocités qui sont commises par Daesh, que ce soit contre la population locale, contre les droits de l'homme, on ne peut être que fier de cette opération. C'est horrible la façon dont ils méprisent les droits humains, la dignité humaine. On n'y arrivera pas tout seul. C'est important d'être ici pour s'assurer que nos enfants n'aient pas à y revenir quand ils auront mon âge. Au lendemain des attentats qui ont frappé Paris en novembre 2015, la France intensifie son action dans la lutte qu'elle mène depuis plus d'1 an contre Daesh dans le cadre de l'opération Chamal. En octobre 2015, une équipe du Journal de la Défense est partie à la rencontre des soldats français et de ceux de la coalition en Irak, au Koweït, en Jordanie et dans le Golfe arabo-persique. Les témoignages de ces acteurs de l'opération Chamal vont vous permettre de mieux connaître leur mission. Renseignements, frappes aériennes, formation de l'armée irakienne et de comprendre le dispositif déployé par la France aux côtés des pays partenaires. Pour des raisons de sécurité, vous ne connaîtrez ni le visage ni le nom des militaires français qui ont accepté de participer à ce reportage. Le 19 septembre 2014, à la demande du gouvernement irakien et sur ordre du président François Hollande, la France s'engage aux côtés de la coalition. L'opération Chamal est lancée pour assurer un soutien aérien aux forces armées irakiennes dans leur combat contre Daesh. 1 an plus tard, quelques jours après les attentats de novembre à Paris, la France intensifie ses frappes. Elle déploie le groupe aéronaval en Méditerranée orientale. Objectif, vaincre le groupe terroriste dans les zones qu'il contrôle. En janvier 2016, le dispositif Chamal représente 3500 militaires, 38 avions de chasse, un avion de patrouille maritime Atlantique 2, des avions ravitailleurs et des avions de contrôle aérien. Une centaine de militaires sont également déployés en Irak et une soixantaine d'officiers dans les états-majors de la coalition, à Bagdad, au Koweït, au Royaume de Bahreïn, au Qatar, ainsi qu'à Tampa, aux États-Unis. On a eu des appels au djihad, donc à la guerre sainte, contre les éléments français, que ce soit en Jordanie, que ce soit sur le territoire métropolitain, mais aussi dans les dom-toms, parce qu'on est devenu une cible, parce qu'on s'est ouvertement annoncé contre Daesh et on s'est lancé dans une opération. Donc maintenant, on cherche à identifier ces menaces. Pour identifier ces menaces, les forces françaises conduisent des missions de reconnaissance et de renseignement au-dessus des zones contrôlées par Daesh, en Irak et en Syrie. Ce recueil d'images permet de déterminer les targets, autrement dit, les cibles d'intérêt à détruire, camps d'entraînement, caches d'armes ou encore puits de pétrole finançant le terrorisme. C'est la mission du capitaine Rémy qui, quand nous le rencontrons, s'apprête à partir pour 6 heures de vol. C'est une mission de reconnaissance. On va mettre en œuvre la nacelle de reconnaissance NG qui est sur Rafale et qui va nous permettre de ramener des photos assez précises de plusieurs targets qu'on nous a demandé de traiter aujourd'hui. Pendant ces missions de renseignement, les pilotes n'agissent jamais seuls. Quand on est à 2 avions, le but c'est d'avoir une verticale du target et d'avoir une prise de vue oblique, où on va déterminer l'axe d'attaque préférentiel en fonction du renseignement qu'on demande. Si on demande de rechercher l'activité ou des choses qui sont cachées, on ne prendra pas forcément le même angle de vue. La nacelle va venir chercher toute seule les coordonnées. Après, nous, on sera apte à voir des choses au sol que la nacelle ne sera pas apte à voir. Dans le sens où on peut voir un départ missile ou ce genre de choses, et on peut orienter nos capteurs sur ce point d'intérêt, et du coup ramener de la reconnaissance d'opportunités, des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui vont être néanmoins intéressantes. Une fois que l'avion se pose, on a des mécaniciens qui vont à l'avion récupérer des cassettes sur lesquelles sont enregistrées toutes les données images, et qu'ensuite on va charger à nouveau dans des stations grâce auxquelles on va pouvoir effectuer l'interprétation des images. Ces interprètes images vont prendre toutes les images une par une et les regarder en commençant d'un coin de l'image et en défilant petite imagette par petite imagette et en disant « Ah ben tiens, à tel endroit j'ai quelque chose d'intéressant ».
Experts méthodiques et minutieux, les interprètes images sont formés à repérer et identifier les matériels militaires utilisés par Daesh. Autant d'informations incontournables pour suivre et analyser les actions du groupe terroriste et constituer des dossiers d'objectifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le renseignement image que nous produisons se compte en plusieurs heures, parce qu'il y a plusieurs heures de préparation de mission, plusieurs heures de vol et ensuite plusieurs heures de débriefing. Comme pour les interprètes images, le travail des mécaniciens est un travail de longue haleine. Pour garantir la sécurité des pilotes et assurer la disponibilité maximale des avions de chasse, ils sont sur le pied de guerre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un travail essentiel effectué en coulisses qui permet une autonomie de décision et d'action. On est quasiment autonome au niveau des moteurs, de la régénération des moteurs. Donc ça, c'est une vraie plus-value, à ma connaissance, une des premières en OPEX. Les équipements de survie qui équipent le siège, donc ça, on sait aussi les préparer. On a un atelier roue, c'est-à-dire qu'on sait régénérer des roues. On a développé une autonomie assez poussée. À des milliers de kilomètres de cette base aérienne du golfe arabo-persique, quelques dizaines de légionnaires participent dans la région de Bagdad, en Irak, à l'instruction opérationnelle d'une unité d'élite, l'ICTS, l'Iraqi Counter Terrorism Service. L'adjudant Michael a passé 4 mois aux côtés de ces soldats pour participer à leur formation. Ils vivent là-bas avec le danger. Ils sont habitués à vivre dans cette guerre depuis 2003. La menace est changée et nous, on essaie de les aider. J'ai parlé avec les instructeurs, avec les Irakiens. Donc on discute un petit peu, on apprend quelques mots arabes, eux ils apprennent quelques mots français, et on peut tout les demander. C'est des gens qui sont prêts à donner tout. Créée en 2003, l'ICTS dépend directement du Premier ministre irakien. Cette unité d'élite s'est récemment illustrée dans la reprise des villes de Tikrit, Ramadi et Baïdji et continue aujourd'hui la formation de nouvelles recrues. Bagdad, c'est une ville qui est en permanence exposée à l'explosion. Il faut savoir que maintenant, ils parlent de maisons piégées. Ils ne parlent plus de pièges par-ci, par-là, IOD par-là. Ils parlent de maisons IOD. Donc c'est pour ça qu'on adapte l'instruction, on le forme pour pouvoir se protéger. Le plus fort des mondes, c'est dans les combats contre ED et combats en zone urbaine, parce que leur combat ça se passe en ville, Ramadi, Baïdji, avec l'explosion des suicides bombers ou des camions suicides bombers. Voilà, le fil. Oh, là, il examine son blessé, il regarde ce qu'il a fait, il vous regardez là où ça saigne. Donc il met le garrot de la tête au pied. Sur les 15 000 militaires irakiens formés par la coalition en 2015, 2500 l'ont été par les forces françaises. Il s'agit d'améliorer les capacités de commandement et d'encadrement des soldats de ces unités déjà expérimentées, comme ici avec le sauvetage au combat. La coalition menée avec les Irakiens a permis de stopper avec succès la progression de Daesh ces dernières années. Donc nous poursuivons cette démarche avec nos officiers, qui les aident pour l'entraînement, l'équipement et le conseil. Le but est de leur donner des capacités solides et de les aider à développer des talents et techniques pour se défendre et vaincre Daesh. Entraîner les forces irakiennes est un processus long. Nous sommes sur le bon chemin, mais cela peut prendre du temps. Nous devons être patients et travailler de manière régulière pour réaliser nos missions. C'est en tout cas mon point de vue et le point de vue espagnol. C'est en continuant ainsi que nous verrons les résultats dans le futur.
Daesh a énormément de moyens. D'une part, ce sont des gens qui ont été extrêmement opportunistes. C'est-à-dire que lors des combats contre les Syriens, lors des combats contre les Irakiens, forcément, ils se sont énormément servis dans les stocks immenses des armées concernées et ont pu s'armer en conséquence. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des chars de combat, vous vous retrouvez avec des armements anti-chars, vous vous retrouvez avec des mitrailleuses lourdes qui ont été pris à l'ennemi par Daesh. Et derrière, ils ont également pu mettre la main sur des ressources naturelles. Principalement, on va penser au pétrole. Ils ont toujours eu cette capacité de se régénérer, principalement grâce aux foreign fighters, donc aux combattants étrangers. Ils recrutent par Internet, c'est sûr, localement. Ils vont former des jeunes. Maintenant, ça fait quand même près de 4 ans que le conflit en Syrie existe. On se retrouve avec une existence de Daesh depuis 2 ou 3 ans. Donc si vous commencez à endoctriner des jeunes de 14-15 ans, vous vous retrouvez avec des jeunes combattants qui sont réellement dans la culture de Daesh et qui montent au combat sans aucun souci. De toute façon, quand vous êtes face à quelqu'un qui est capable de monter dans un véhicule et d'aller se faire exploser, en clair, qui est capable de perdre le goût à la vie, c'est que vous êtes vraiment face à des gens qui ont été endoctrinés et vraiment rentrés dans quelque chose d'assez impressionnant. Basé sur le camp d'Arishfan, au Koweït, une quarantaine de nations luttent côte à côte contre l'organisation terroriste. C'est ici que se trouve le centre névralgique de la coalition, le CJTF, ou Combined Joint Task Force. Cet état-major multinational planifie, conduit et coordonne les opérations de la coalition. Des officiers français y sont insérés pour porter la voix de la France parmi les 42 pays représentés. Ainsi, ils échangent et confrontent les points de vue de chaque pays partenaire. Nous travaillons avec le gouvernement irakien, mais aussi en Syrie. C'est-à-dire que nous ciblons les emprises de Daesh positionnées en Syrie. Une grande partie du travail de la coalition, dont les Français font partie, consiste à réduire leurs capacités sur les territoires qu'ils ont pris et sur lesquels ils ont commis de telles atrocités. Notre présence ici est à mon avis essentielle, puisque le CJTF, c'est l'état-major qui commande l'ensemble des opérations sur toute la zone. Et il n'aurait pas été concevable que la France soit absente de cet état-major. La devise de la coalition, c'est « One Mission, Many Nations ». Parce qu'effectivement, la mission est commune, c'est battre définitivement Daesh. Et pour cela, chacun apporte sa contribution. Daesh est une menace pour tous les pays européens. En travaillant en état-major international, nous sommes capables d'intégrer pleinement les talents, les connaissances, mais aussi l'expertise des autres nations. On a des gens qui viennent de partout, un théâtre d'opération qui est assez vaste, donc on n'a pas tous les mêmes idées sur la façon dont on pourrait apporter des solutions. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'on se confronte, et 2, ça permet de mieux se rendre compte aussi des différences qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'au sein de l'OTAN, dans la perception de la réalité dans la zone. Nous avons une vue particulière des lois de guerre et des lois humanitaires internationales qui sont très différentes des traditions européennes. Mais l'une des choses importantes que l'on a découvertes en travaillant ensemble, c'est combien des gens extérieurs trouveraient que nous divergeons sur de nombreux aspects légaux, alors que non. Nous sommes très proches les uns des autres et nous divergeons seulement sur des détails. One Mission, Many Nations. Côte à côte, main dans la main, il faut éradiquer la menace. En Syrie, en frappant les capacités de commandement, d'entraînement et les ressources financières de Daesh, et en Irak, en permettant de mettre le groupe terroriste à la portée des troupes irakiennes engagées au sol. C'est l'une des missions des raids aériens. La mission principale, c'est une mission d'appui des troupes au sol, des troupes irakiennes. Donc on part depuis la base aérienne projetée en Jordanie et puis on va effectuer des missions en Irak ou en Syrie pour aider les troupes au sol.
Déployés sur les bases aériennes projetées en Jordanie et dans le golfe arabo-persique, les pilotes Mirage 2000N et Rafale de l'armée de l'air, ainsi que les pilotes Rafale du porte-avions Charles de Gaulle, réalisent leur mission au quotidien. C'est un des 2 replis de Daesh dans cette région, sachant que l'autre a été tapé fin septembre. Si on n'a pas captured, là vous avortez la passe, nous on tirera notre GBU-49, en gros 15 secondes après. Et à ce moment-là, il devrait y avoir pas mal d'explosions sur tous les autres DMPI. On réalise 2 types de missions, des missions ce qu'on appelle d'air interdiction, c'est-à-dire qu'on a une cible qui est préparée au sol. Donc on passe quelques heures à étudier cette cible, à préparer son attaque et ensuite on décolle pour réaliser l'attaque de l'objectif. Ça c'est le premier type de mission. Le deuxième type de mission qu'on réalise, c'est le support aux troupes au sol. Donc là c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on décolle avec une zone d'intérêt et ensuite on est en contact avec un personnel qui connaît la situation tactique au sol et qui nous demande de faire des vérifications de points d'intérêt et si besoin est d'engager des cibles qui nous affectent alors qu'on est en l'air. Quand le pilote descend de l'avion qui me dit elle a fait but, la bombe, et que l'avion revient sans ses bombes, ça veut dire que quelque part il y a eu des cibles terroristes détruites. Donc c'est une satisfaction de se dire qu'on ne travaille pas à vide, hein, c'est que ça marche bien ce qu'on fait. À chaque retour avion, les mécaniciens remettent immédiatement en œuvre l'aéronef, de jour comme de nuit. Et en moyenne, pour poser une bombe sur un avion, il faut 30 minutes. La spécialité armurier, c'est une spécialité assez vague. Il y a des armuriers comme moi quand on assemble, qu'on met les munitions sur avion. Il y a aussi des armuriers qui sont dans les dépôts de munitions qui assemblent les bombes, parce que les bombes, elles arrivent en plusieurs éléments. Il y a les empennages, il y a le guidage laser, il y a le corps de bombe explosif qu'il faut assembler. Il y a aussi des armuriers qui s'occupent de la survie du pilote. Donc le pilote, il a un siège éjectable. Il a un gilet de chasse avec sur lui différents objets, des fusées D13, des balises, tout ça pour sa survie au cas où s'il s'éjecte. Et bien sûr les armuriers en armurerie qui font les armes de poing. Quelle que soit la mission et l'altitude de vol, le danger reste omniprésent pour les pilotes. Il y a une certaine appréhension puisqu'on a bien vu que le risque zéro n'existait pas, que les zones sur lesquelles on va, ce sont de grandes étendues qui sont aux mains de l'ennemi. Il faut y être préparé et à être suffisamment serein dans sa tête pour réaliser la mission, même s'il y a une pression psychologique qu'on ressent finalement beaucoup plus au sol qu'en l'air, puisqu'une fois qu'on est dans l'avion, au final on se retrouve dans notre environnement de travail classique et on fait un petit peu abstraction de cette phase-là. Le fait de ravitailler en vol au-dessus d'une zone hostile, c'est la phase la plus délicate du vol finalement. C'est celle sur laquelle on doit concentrer nos efforts et être particulièrement méthodique et précis. Le souvenir de la première frappe que j'ai réalisée ici, c'était dans une région dont on a beaucoup parlé et où les exactions ont été particulièrement atroces puisque c'était du côté du mont Sinjar. Donc effectivement, psychologiquement, on se dit qu'on n'est pas venu là pour rien et que finalement tout cet entraînement, il a permis de peut-être sauver des vies ou en tout cas de faire avancer les choses dans le bon sens. Pour frapper leurs objectifs, les pilotes agissent dans le cadre des règles d'engagement fixées par la France et en coordination avec la coalition. C'est une opération que notre service décrit comme la guerre de la loi, en l'opposant au droit de guerre. Par exemple, nous conseillons la section opérationnelle sur les opérations de cible pour s'assurer qu'elle respecte les principes du droit de guerre, pour s'assurer qu'elle respecte les règles de l'engagement
et pour enquêter sur les victimes civiles. S'il y a une accusation que l'une de nos frappes a provoqué des blessures ou la mort de civils, nous devons enquêter sur ces accusations et déterminer si, dans les faits, nos opérations ont causé ce type de dommages collatéraux. Et si c'est le cas, on essaye de voir comment on peut éviter dans le futur ce type de dommages. Parce que c'est très important pour la légitimité de la coalition et aussi pour notre message stratégique de s'assurer que nous minimisons les impacts sur les civils. Première mission, c'est une mission de sécurisation de la partie ouest de Bagdad. Daesh ne progresse plus depuis pratiquement 6 mois, voire un petit peu plus. Et Daesh commence maintenant à reculer, à prendre des coups sérieux et à reculer. Donc ce n'est pas un ennemi classique. C'est un ennemi qui est parfaitement fondu dans le paysage et qu'on mettra encore du temps à combattre, à la fois sur le territoire irakien et syrien, mais il y a également une part du travail qui doit être fait à l'extérieur, puisque un de nos défis, c'est justement de stopper les flux des combattants étrangers qui viennent approvisionner régulièrement les bataillons de Daesh. À ce jour, en janvier 2016, Daesh est sous pression à l'intérieur de la zone qu'il contrôle. Les troupes irakiennes consolident les positions reconquises. En Syrie, les frappes se poursuivent sur les zones clés du terrain. La France, aux côtés de ses partenaires de la coalition, poursuit la lutte contre le terrorisme.